Pourquoi ça pousse pas? J'ai trop de problèmes dans ma... Des oignons qui ne font pas pleurer, des raisins sans pépins ou encore des tomates sans jus. Depuis plusieurs années, les producteurs de fruits et légumes scrutent les attentes des consommateurs et n'hésitent pas à croiser différentes variétés pour obtenir des produits plus attrayants ou plus pratiques. Ainsi, 600 nouvelles variétés sont ainsi inscrites au catalogue national chaque année. Mais comment sont-elles produites ? À qui profite le business? Est-ce que c'est sans danger pour nous, les consommateurs? C'est notre dossier du jour. Vous pouvez réagir et interroger nos invités par SMS au 41 555 et sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, nous avons deux Jacques pour le prix d'un, à commencer par Jacques Capla. Bonjour, bienvenue. Vous êtes ingénieur agronome et administrateur de l'association Agir pour l'environnement. Vous êtes également un des fondateurs du réseau Semences Paysannes. À vos côtés, Jacques Gauthier, bonjour. Bonjour. Vous êtes sélectionneur et directeur général de l'entreprise Gauthier Semences, donc spécialisée dans la sélection, la production, la commercialisation de semences potagères. Fraises blanches ou les fameux oignons qui ne font pas pleurer, vous êtes peut-être déjà laissé tenter par ces fruits ou légumes aux couleurs parfois étonnantes. Comment et pourquoi ces variétés sont-elles créées? Laura Orosman a pu entrer dans les coulisses d'un géant de l'agrochimie situé aux Pays-Bas, dans les serres et les laboratoires de sélection et de développement des nouvelles variétés. Voyez son reportage. Dans l'entrepôt de cette entreprise du Nord, spécialisée dans les fruits et légumes prêts à l'emploi, au milieu des haricots et des traditionnelles asperges, la nouveauté, c'est le bimi. Ce petit nouveau, c'est un croisement naturel entre un chou frisé chinois et un brocoli. Ça ressemble à un brocoli, sauf que en termes de goût et de texture, c'est beaucoup plus doux et beaucoup plus sucré que peut l'être un brocoli. On n'a pas l'âcreté du chou. Le bimi, une nouvelle variété et un super légume que Sébastien Rude propose à la vente depuis quelques années, avec un fort potentiel commercial, vendu 2,50 € les 200 grammes. C'est un produit, dans les 2 dernières années, qui est vraiment en train de décoller parce qu'on progresse de 50% tous les mois. On atteint aujourd'hui à peu près 2 tonnes par semaine. Il y a le bimi, mais aussi le raisin sans pépins, le kiwi jaune, les tomates jaunes ou vertes. Au total, une centaine de nouvelles variétés de fruits et de légumes lancées sur le marché chaque année, plus ou moins innovantes. Alors comment naissent-elles? Et dans quel but sont-elles développées? Pour le savoir, nous nous sommes rendus aux Pays-Bas. À Nunem, dans le sud du pays, l'un des géants de l'agrochimie mondiale a installé son activité de développement de semences. Des hectares de serres, des laboratoires dernier cri. Pour créer une nouvelle variété, la base, c'est la technique de l'hybridation. La technique de l'hybridation n'est pas nouvelle. On obtient une nouvelle variété hybride avec 2 lignées parentales de plantes que nous croisons. Par exemple, si on cherche à augmenter le rendement d'une plante, on croise 2 lignées parentales qui ont chacune un certain rendement, le nombre de fruits par plante, et l'hybride, le croisement des deux, aura un meilleur rendement. Et le rendement n'est pas la seule caractéristique qu'ils cherchent à modifier. Exemple avec ce concombre. L'autre chose qui est de plus en plus importante, c'est la qualité du fruit que l'on observe avec sa longueur, son aspect général et la forme de son extrémité. La maturité du fruit est aussi un bon indicateur de sa fraîcheur. Pour le marché, pour nos clients, il est aussi important que les fruits soient uniformes. L'hybridation permet aussi de rendre une plante résistante à certaines maladies. Et voici comment ça marche. Cette feuille vient d'une lignée parentale infectée par un champignon. Et là, cette feuille vient d'une lignée parentale résistante à ce même champignon. La feuille de la lignée parentale résistante ne présente aucun symptôme et le fruit qu'elle produit ressemble à ça. Mais ce n'est pas le type de fruit que je recherche car à la fin, je veux que l'hybride ressemble au concombre que l'on connaît tous. Et pour cela, il va effectuer plusieurs croisements entre plantes mâles et femelles. Donc en fait, je croise ce fruit avec celui-là et on obtient un fruit d'une taille intermédiaire. Nous faisons plusieurs croisements, la taille du fruit va augmenter progressivement. Et à la fin, on aura la bonne taille avec le caractère de résistance aux champignons qui vient de ce fruit-là. En moyenne, il faut 8 années pour développer une nouvelle variété. Pour aller plus vite et sélectionner les plantes les plus résistantes, en laboratoire, des scientifiques peuvent analyser leur ADN. Résultat, une plante ultra résistante calibrée pour le marché, que l'on appelle hybride F1, particulièrement performante à la première utilisation,
mais dont les graines ne peuvent pas être réutilisées par les agriculteurs de manière optimale. Pour avoir un fruit parfait, ils doivent racheter et replanter chaque année. Une manne financière pour les semenciers qui ont le monopole de la vente de ces semences, qui ne sont pas considérées comme OGM. Un organisme génétiquement modifié, c'est par exemple si l'on prend le gène de résistance au gel de tel ou tel poisson qui nage dans les eaux froides du pôle Nord, pour le mettre dans le génome d'un arbre. Ça, c'est un OGM. Dans le cas des hybrides, on reste au sein de la même espèce, en utilisant des greffes traditionnelles. Ça n'a rien à voir avec des OGM. Et les semenciers sont prêts à dépenser des millions pour développer ces nouvelles variétés, qui répondent parfois à la demande de certains industriels. Changement de forme, de couleur ou même de caractéristiques, comme pour cette tomate, dont la principale qualité va vous étonner. C'est la tomate intense. La partie où se trouvent les graines est moins juteuse. Regardez, lorsque l'on presse la tomate, il n'y a pas de jus qui sort. Là, c'est une tomate normale. Et lorsqu'on la presse cette fois-ci, il y a du jus. Une tomate sans jus, utilisée par les industriels de l'agroalimentaire. Nous l'avons développée car c'était une demande de certaines entreprises. Dans un sandwich industriel conditionné, il y a souvent des tomates. C'est très très bon. Mais si vous utilisez une tomate normale, avec du jus, en quelques heures, le sandwich sera plein d'eau. Et ça, les consommateurs n'en veulent pas. Ce semencier sort une douzaine de nouvelles variétés par an. Elles s'appellent Intense, Foundation, Extension. Mais pour le consommateur, ces noms restent inconnus. Impossible de connaître en supermarché la variété exacte de la tomate que vous achetez, mais elle est très certainement issue d'une semence hybride. Alors Jacques Gauthier, ces variétés hybrides qu'on vient de voir, c'est ce que vous faites vous aussi, c'est ce que vous produisez? On en fait, mais dans les variétés que nous commercialisons, toutes ne sont pas hybrides. Donc dans les laitues, les haricots, nos oignons ne sont pas des variétés hybrides. Et le consommateur, est-ce qu'il peut savoir s'il consomme, lui, des variétés hybrides ou non? De quel type? L'hybridation, c'est croiser des plantes. Ça ne change pas la nature du produit, ça ne change pas la nature de la plante non plus. C'est un peu comme nos enfants, ça reste des humains. C'est le croisement entre un papa et une maman. Donc vous ne trouvez pas ça dommage qu'il n'y ait rien marqué sur les étiquettes, qu'on ne sache pas si c'est hybride ou non? Parce que par exemple, quand vous achetez des semences dans votre magasin, vous trouvez là, hybride F1, ça c'est écrit très clairement. C'est écrit pour les semences. Alors pourquoi ça ne pourrait pas être écrit pour la carotte elle-même qu'on va acheter au supermarché? Nous, serions très favorables à ce que les variétés soient connues du consommateur, parce que la variété porte beaucoup de caractéristiques et ça serait plus intéressant. Mais c'est sûr que ça va faire des longues listes. S'il faut mettre aussi la provenance, ce dont on parlait tout à l'heure, ça fait des grandes étiquettes. Jacques Kaplan, qu'est-ce que ces hybrides F1, quand on a vu dans le sujet, ont de plus que les autres semences? Alors, je mettrais une petite nuance par rapport à ce que disait Jacques Gauthier. C'est que ce n'est pas exactement un hybride classique. C'est-à-dire que le croisement, ça a toujours existé. L'hybride F1, c'est vraiment des lignées qu'on a fait consanguines chacune de son côté, et qu'on croise ensuite sur des caractères qu'on a identifiés. Donc c'est une vision où on pense qu'on a mis en équation ce qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'on a tel caractère, on va les croiser. Et comme les lignées ont été très concentrées avant d'être croisées, elles sont un peu dégénérescentes, voire beaucoup, ça dépend des méthodes. Et il y a un effet de vigueur, en fait, quand on les croise. Quand on croise deux lignées dégénérescentes, il y a un effet d'hétérosis, comme on dit, de vigueur, qui fait qu'on a assez naturellement plus de rendement. Et en plus, on a justement sélectionné des caractères qui nous intéressent. Donc ça va être très ciblé. Donc c'est très performant. Et ensuite, ça s'arrête ou ça continue? Alors le problème, c'est que quand vous croisez deux populations stabilisées, la génération issue de ce croisement est absolument croisée entre les deux. Par contre, la génération d'après, vous allez avoir la moitié des enfants qui vont être la même chose, un quart qui vont être identiques au père, un quart qui vont être identiques à la mère. D'accord. Pour un caractère donné. Voilà, et comme un caractère donné. Ouais. Et comme le père et la mère sont plus ou moins dégénérescents, le quart plus quart, donc la moitié de ce que vous obtiendrez à la génération d'après, n'a plus aucun intérêt. Et donc, pour les agriculteurs, et même en fait pour les jardiniers, pour bien faire, il faut les racheter tous les ans. C'est ça. C'est pour ça, en partie, qu'on nous demande de les racheter tous les ans. C'est pas la seule raison, c'est aussi pour vendre plus. Mais... C'est pas du manichéisme, enfin c'est pas du machiavélisme, c'est pas pour obliger à les racheter, c'est intrinsèque au mode de sélection. Ça. Mais bon, ça arrange un certain nombre de semenciers, il faut pas se leurrer. Et c'est présent aujourd'hui sur une majorité du marché? C'est très variable. Alors en potagère, M. Gauthier pourra mieux répondre que moi. En céréales, par exemple, vous allez avoir les maïs aujourd'hui en France sont
tous hybrides F1. Tous. Le blé, par contre, ne l'est pas, parce qu'on ne va pas faire des hybrides sur les plantes qu'on appelle autogamme, enfin allogames. On va avoir des variétés. Et les tomates en supermarché, par exemple, aujourd'hui, ce sont toutes des Les hybrides. tomates, par exemple, celles que j'ai menées aujourd'hui, sont toutes des hybrides. Toutes. Mais je voudrais apporter une nuance, parce que de dire que les lignées parentales sont dégénérescentes, il y a quand même plusieurs types de plantes. Les plantes qui s'auto-reproduisent, c'est-à-dire qui ont les deux sexes sur le même individu. Donc il n'y a pas de brassage génétique, puisque les plantes s'auto-reproduisent. C'est le cas de la tomate, la laitue, le haricot. Et il y a d'autres plantes qui sont dites allogames et qui se reproduisent par les insectes ou par le vent. Et là, il y a un brassage génétique. Donc pour amener de la nouveauté, répondre à l'évolution des besoins, des modes de vie, on doit la créer, cette variation. Et c'est justement en faisant des croisements au début, donc on va essayer de combiner des caractères entre eux, et ensuite donc on va créer ce qu'on appelle des lignées parentales, et l'une va être utilisée en maman, l'autre en papa, parce que c'est plus facile aussi pour sortir des variétés qui vont avoir des gènes de résistance et des variétés qui vont avoir des qualités gustatives, par exemple. Et justement, à propos des qualités gustatives, on se dit parfois que ces manipulations se font au détriment du goût. C'est ce que pense François, en tout cas, qui vous dit, à force de traficoter les tomates, elles n'ont plus la saveur et le parfum d'antan, on dirait du navet. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Il y a une association, la CLCV, qui avait pointé d'ailleurs C'est pas des manipulations, c'est de la sélection d'abord. Mais je crois qu'on fantasme un peu quand même, parce que à moins d'habiter dans le sud, nos arrière-grands-parents mangeaient pas beaucoup de tomates, et que globalement la qualité. Ah, donc les tomates n'ont jamais eu de goût, en fait, c'est ce que vous dites? Non, c'est qu'on mangeait pas de qu'on n'en tomates mangeait pas le reste beaucoup. du temps. On n'en mangeait pas beaucoup. Et le fait d'en manger peu, on avait je le suis sentiment d'un village en Provence, à Érag, donc on a depuis la fin des années 1800, c'est un terroir de fruits et légumes, et les fruits et légumes s'expédiaient au Halles, à Paris et dans d'autres endroits. Il fallait les récolter quasiment vertes pour qu'elles arrivent pas en compote. Est-ce que vous voulez dire quoi? C'est quoi? C'est qu'il n'y avait pas plus de goût avant? Parce qu'on en mangeait moins souvent, on avait l'impression qu'elles avaient un goût formidable? Disons qu'elles étaient peu accessibles. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de tomate idéale. Là, il va y avoir des variétés qui vont dépendre de certains usages. Oui, non, mais si on veut manger, en gros, ce que disent Thomas et Maya, c'est si on veut manger une bonne tomate avec un goût simple, sans partir Celles que je vous ai amenées sont toutes de bon goût. Oui, mais est-ce qu'elles sont forcément trafiquées? Est-ce que vous travaillez... Elles sont sélectionnées. Oui, alors est-ce que dans votre sélection, vous travaillez également sur le goût? Est-ce que ça peut être un axe de sélection? Bien sûr, bien sûr. On travaille faire sur des le tomates goût, qui ont du goût. à la fois pour décrire les différents goûts, et puis le goût, c'est une chose complexe, ça dépend de plusieurs facteurs. La variété, pour beaucoup... On en a une là, hein. C'est Oui, ça? vous pouvez la goûter, c'est une tomate pour l'apéritif, donc de petits fruits, qui est sucrée mais bien équilibrée aussi avec de l'acide, Mais qui a été- qui est craquante. Oui. Et qui a été travaillée spécifiquement Formule un. justement pour donner du goût. Exactement, et pour être utilisé justement, soit par les enfants pour les tenter sur les fruits et légumes et pouvoir aller à l'école avec leurs petites tomates, ou à l'apéritif, c'est quand même mieux que manger des cacahuètes. Oui, mais c'est quand même terrible, non, de se dire vrai qu'elles sont bonnes, on hein. essaye de travailler sur des tomates pour leur donner du goût. Ça devrait être juste La tomate. La tomate, elle devrait avoir du goût. Et la tomate que vous allez cueillir le jour même et la manger immédiatement, elle aura du goût, comme pratiquement tous les fruits. Mais si vous la Consommez à gardez une semaine et qu'elle était stockée en frigo, elle n'aura pas de goût. En fait, c'est le compromis. Il faut comprendre que c'est toujours des compromis entre la nécessité de l'industrie, on va dire, pour schématiser, qui veut avoir besoin de fruits qui arrivent à maturité au même moment, qui vont être transportés pas encore à maturité pour pas qu'ils s'abîment, etc. Donc dès qu'on est dans ces circuits-là, les sélectionneurs sont obligés de proposer Une des choses tomate qui va standardisées. pouvoir voyager. Parce Voilà. que c'est ça aussi, c'est un autre critère de sélection, c'est ça. Voilà. Alors, Mais il y a- si vous faites votre jardin vous-même, vous n'avez pas ces exigences-là et vous pouvez aller choisir d'autres choses. Donc, moi, je trouve tout à fait normal que les sélectionneurs répondent à des demandes industrielles, des demandes de consommateurs, etc. Et la courgette ronde, par exemple, ça n'existe pas naturellement dans la nature. Enfin, au Si, départ, bien ça sûr que existe. si, sûr que si. C'est pas une création, ça? Cette variété s'appelle géode, effectivement c'est une création, mais Qu'est-ce qu'elle a de plus? ce qu'elle a de plus, c'est que donc elle est... Parfaitement ronde. Alors, elle est parfaitement ronde, elle a un bon rendement, et les producteurs, ce qu'ils demandent, c'est aussi de pouvoir vivre de leur production. Donc, on est parti de la courgette ronde de Nice, qui n'était pas toujours ronde, qui n'était pas toujours régulière, avec des faibles rendements. Celle-là, elle a une vigueur, elle peut se cultiver sous abri aussi, c'est quand même un avantage pour les producteurs, Ouais. et elle peut se faire pratiquement toute l'année. Ça, c'est une création de Ah, ça, l'homme aussi. c'est mon petit-fils, quoi. Donc, Je vous présente c'est- le petit-fils de Jacques, c'est le haricot vert sans fil, c'est ça? Vesperal, c'est un nouveau haricot vert à rame.
dont Aram, c'est des haricots grimpants. La maman de ce haricot, c'est un haricot nain traditionnel qui est charnu, goûteux, qui résiste assez bien à la chaleur, parce que quand il fait chaud, le haricot se vide vite. Quand vous êtes sur les marchés l'été, vous avez souvent des haricots fins, mais ils sont vides, ils sont mangeables. Et avec le papa, qui est une variété grimpante, mais pas forcément très adaptée au niveau qualité de gousse. Et donc ce haricot, il combine un peu les qualités des deux parents. Et il est charnu, vous pouvez le casser, il n'a normalement pas de fil. Voilà. Et puis vous avez vu, il est très charnu, vous pouvez le croquer. Il est vraiment très agréable à manger. Mais c'est vrai, pour rejoindre la remarque de Ève qui dit toutes ces manipulations sur les fruits, les légumes, est-ce que c'est pas joué aux apprentis sorciers? Elle nous dit, Ève, est-ce que ça va pas trop loin aujourd'hui? En fait, c'est toute la question. C'est-à-dire qu'on réponde à certaines demandes, c'est normal. Et il y a des demandes différentes et c'est normal qu'on ait de la sélection paysanne adaptative et de la sélection de semenciers comme M. Gauthier, etc. Privé, voilà. Après, il y a la question des méthodes de sélection. Et là, le problème, c'est qu'on a mis au point progressivement des méthodes de plus en plus limites, de plus en plus borderline, et on a même largement dépassé les limites. L'hybride F1, on est déjà dans l'idée qu'on va tout mettre en équation et on a les problèmes dont on a parlé. Et puis on a quand même témoigné par pas mal d'études une baisse de qualité nutritionnelle souvent, donc ça pose quand même des questions. Et après, quand on est passé aux OGM de transgénèse ou aux OGM de mutagénèse, parce que dans le reportage, ils disent que ce ne sont pas des OGM, c'est la transgénèse. Non, les OGM, c'est beaucoup plus vaste. Les OGM, c'est dès lors qu'on va intervenir sur une cellule pour en modifier le matériel génétique de manière contrôlée, ou incontrôlée d'ailleurs, peu importe, mais sans laisser des éléments de régulation d'une plante vivante réelle se mettre en œuvre. Alors pardon, vous avez parlé de transgénèse, mais pour ceux qui... C'est quand même un peu technique tout ça, mais Mélanie, toi tu voulais nous parler de la mutagénèse. Parler aussi, voilà. À parler. Mutagénèse. Parce que ça commence à se faire de plus en plus. Oui. Raconte tout ce que c'est. Alors c'est incroyable, parce que là on parle de révolution scientifique, et effectivement, là on est sur une technique très particulière qui permettrait, et c'est pour ça qu'on appelle ça des faux OGM, qui permettrait de transformer un fruit, donc de reproduire un fruit de façon plus goûteuse, plus dodue, plus résistante, etc. Mais non pas en introduisant un gène étranger, un autre gène, comme c'est le cas pour les OGM, mais là, pour le coup, en stimulant ou transformant ou faisant muter les gènes à l'intérieur de ce même fruit, de cette même plante. Donc il n'y a pas d'apport, si tu veux, extérieur. Il y a l'apport évidemment humain des scientifiques, voilà, qui vont stimuler ou faire muter des gènes. C'est pour ça qu'on appelle ça la mutagénèse. Alors évidemment, tu as les tenants, enfin les pour et puis les contre, ça fait polémique. Alors les pour, c'est plutôt les semenciers du type Monsanto, Bayer, etc., qui disent que c'est un processus tout à fait naturel, qui est juste un petit peu accéléré par l'homme, mais qui se passe comme l'adaptation de l'espèce de manière générale. C'est ce que vous diriez, Jacques Gauthier? Dans la vie. C'est naturel. Nous étions des hommes préhistoriques. Oui et non, ça dépend nous de la sommes des technique, êtres humains. ça dépend comment c'est pratiqué, parce que les mutations, il y a des mutations naturelles, ça fait partie de la variation du vivant. Le soleil provoque des mutations, les stress provoquent des mutations. Alors voilà, donc il y a ceux qui sont plutôt du tenant de C, du naturel, un petit peu aidé par l'homme, et puis il y a les associations comme les Amis de la Terre ou la Confédération Paysanne qui, là pour le coup, dénoncent des OGM cachés, puisqu'on sait quand même bien que ce genre de tripatouillage génétique, l'objectif, il est quand même régulièrement que ça soit plus résistant aux herbicides et plus de rendement. Voilà. Donc juste aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, il faut savoir, parce que là on en parle comme quelque chose qui va se faire ou qui est en train de se faire, mais c'est déjà assez développé. Vous avez, selon ces associations, des hectares, 130 000 hectares de tournesol, 27 000 hectares de colza qui existent aujourd'hui et qui sont donc considérés par certains comme des OGM cachés. Il y a des travaux sur les tomates, les betteraves, les champignons de Paris en mutagénèse. Et pourquoi ça se développe en ce moment? Parce qu'il y a un flou juridique autour de ça, puisqu'on vient de le dire, ça ne rentre pas dans la définition légale des OGM, puisque c'est les gènes à l'intérieur des fruits et de ces légumes-là. Et donc là, pour le coup, la Cour de justice de l'Union européenne doit se prononcer là-dessus pour définir le cadre légal de ces légumes mutagénés, mutés. Et ça devrait être dans les mois qui viennent, là, très bientôt, a priori premier trimestre 2018. Oui, parce que le problème, c'est que le texte européen de 2001 sur les OGM est très strict. Et donc la Commission dit, mais ce qui est par mutagénèse, ça ne rentre pas dans les OGM. Par contre, l'Europe est rattachée à ce qu'on appelle le protocole de Carthagène, qui réglemente tout ça et qui lui dit, dès qu'on touche un organisme vivant,
on rentre dans cette réglementation, on doit dire d'où ça vient, en règlement de l'exportation, etc. Donc, qu'est-ce qu'on applique comme texte? La Cour de justice, effectivement, le dira dans un an. Bon, justement, on sera sans doute amené à en reparler, mais est-ce qu'il y a un danger pour notre santé, pour nous, consommateurs? Il faut quand même bien préciser, parce que par rapport à cette question-là, c'est vrai qu'il y a un flou juridique, mais dire que l'Europe a tranché, c'est justement, l'Europe n'a pas vraiment tranché. Et le protocole de Carthagène, c'est le consensus scientifique international sur le fait qu'un OGM, ça inclut la mutagénèse. Dire qu'un OGM, c'est que la transgénèse, c'est un abus de langage. Et justement, le débat est là-dessus. Mais il faut bien comprendre que dans la mutagénèse, on essaie de nous entourlouper un peu en disant « mais ça a toujours existé ». Attention, la question n'est pas de savoir si elle est aléatoire ou dirigée. La question est est-ce qu'elle porte sur des plantes entières, ou des graines, ou des plantules, ou est-ce qu'elle porte sur des cellules in vitro. Dès lors qu'on fait de la mutagénèse aléatoire sur des graines, on a des mécanismes de régulation de l'organisme végétal qui fait que même si, par exemple, en agriculture biologique, on souhaiterait éviter ça, par défaut, tant qu'on ne sait pas, on en a un peu et on est bien obligé de faire avec. Et c'est tolérable. Par contre, la mutagénèse sur les cellules, qu'elles soient aléatoires ou dirigées, là, par contre, on n'a pas les mécanismes de régulation et on joue vraiment avec le feu. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, pour moi, l'enjeu fondamental, c'est la transparence. Aujourd'hui, vous ne savez pas, quand vous consommez du tournesol, vous ne savez pas s'il a été obtenu par mutagénèse sur graines ou par mutagénèse sur les cellules. On ne le sait pas, mais est-ce que c'est dangereux? Oui, parce que dès lors que c'est fait sur les cellules, vous allez bouger un élément du génome, du matériel génétique, mais en faisant ça, il y a un phénomène de cascade. Vous faites tout bouger à l'intérieur du génome. Quand vous avez une graine, un organisme complet, il y a des mécanismes de régulation automatique qui fait qu'il y a une stabilisation de ce chamboulement qui se fait très vite. Mais ce qui veut dire alors que quand vous faites en cellule, on ne sait pas ce qui va se passer. Par exemple, je vais vous donner... le légume va perdre ses qualités nutritives, par exemple, ou même va pouvoir être vecteur de je sais pas. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est-à-dire que il n'y en a pas un légume. Non, il n'y en a pas un légume. Oui. Mais je ne peux pas vous dire ce qui va se passer parce qu'on ne le sait pas. D'accord. Et le problème, c'est que ce que demande un certain nombre d'associations, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'on sache si ça a été obtenu par mutagénèse sur les plantes ou par mutagénèse sur les cellules, qui pour nous est clairement un OGM. Et dès lors qu'on aurait cette transparence, on pourrait beaucoup mieux travailler. Et l'enjeu aujourd'hui, il est là, au niveau national, au niveau européen. Le certificat d'obtention végétale, qui est une sorte de droit d'auteur sur les semences, qui est nécessaire pour qu'un semencier puisse gagner sa vie. Aujourd'hui, dans ce cadre-là, on ne peut pas savoir quelle technique de sélection a été utilisée. Donc c'est cet effort de transparence qu'il va falloir faire dans les années à venir. Et on revient évidemment amené à en reparler dans cette émission. La boucle est bouclée dans l'émission. Vous voyez, il est toujours question de traçabilité et de transparence. Absolument. Donc finalement, et d'Europe. Et d'Europe. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux.